Un homme qui habitait à côté d'une fillette de 9 ans qui a été assassinée avait déjà plusieurs éléments qui le désignaient comme suspect dès les premiers jours après le crime. Mais malgré cela, il est resté presque 20 ans pratiquement oublié par l'enquête. Des dénonciations d'ex-épouses, des menaces explicites impliquant le nom de la victime elle-même, des témoignages d'anciennes compagnes, et rien. Le gars a poursuivi sa vie dans une autre ville, tandis que l'affaire prenait une direction totalement différente. Pourquoi le suspect, qui était là tout près avec des indices dans sa propre maison, n'a-t-il pas fait l'objet d'une enquête plus approfondie à l'époque? Pourquoi même avec les alertes de femmes qui ont vécu avec lui, les choses ont-elles mis autant de temps à prendre de l'ampleur? Était-il plus facile et plus intéressant de suivre un autre récit à sensation qui poussait la foule vers le côté le plus facile à condamner? Et maintenant, seulement à la veille de la prescription du crime en 2026, les choses ont enfin commencé à s'emboîter, à vraiment bouger. Comment est-il possible qu'une affaire aussi grave soit restée aussi longtemps sans véritable réponse? C'est vraiment bizarre, tu sais. Et aujourd'hui, dans l'épisode 2, on remonte le temps pour poursuivre l'enquête sur l'affaire de Giovanna. Alors préparez-vous, d'accord les amis, parce qu'il y a des choses ici qui, franchement, sont difficiles à croire. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. C'est l'épisode 2 du spécial sur l'affaire Giovanna dos Reis Costa. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, allez le regarder dans la playlist dédiée à l'affaire Giovanna. C'est un test que je fais ici sur la chaîne, d'accord les amis? Ce ne sera pas toujours comme ça. Mais parfois, quand l'affaire demande beaucoup de détails, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on la divise en chapitres, d'accord? Mais tout est bien organisé ici sur la chaîne. L'affaire est dans une playlist, épisode 1, épisode 2, et s'il y en a plus, épisode 3, 4, et ainsi de suite, d'accord? Après les infos, passons aux faits. Dans le premier épisode de l'affaire Giovanna, nous avons présenté ici les faits qui remontent à il y a 20 ans, quand tout a commencé. C'était un lundi, le 10 avril 2006, que Giovanna, âgée de 9 ans, a disparu. Elle vendait des billets de tombola pour un œuf de Pâques de l'école, près de chez elle, à Quatro Barras, dans la région de Curitiba. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un terrain vague près de chez elle. Et l'expertise a constaté que la mort était due à une asphyxie mécanique, par strangulation ou étouffement, et que la victime a été tuée. Il y avait aussi des signes extrêmes de violence sexuelle. Alors, l'enquête est partie du principe que les responsables ou le responsable seraient des personnes qui habitaient près de la maison de la jeune fille. Le mandat de perquisition, donc, était très large. Ainsi, plusieurs maisons voisines ont été fouillées. Et des supposés indices ont conduit à la construction de la piste d'enquête, qui pointait vers une famille gitane qui se trouvait là, dans les environs. Petrovic comme le possible responsable de ce crime. Finalement, 6 ans après la mort de la fillette, les accusés ont été jugés et totalement innocentés. Le parquet a admis qu'il n'y avait pas assez d'éléments, même pas pour les accuser. Tu te rends compte? Avec cela, c'est comme si l'affaire était revenue à zéro, ou pas? Pas exactement, n'est-ce pas? Parce que comme cela a été mentionné à la fin de l'épisode précédent, la clé du mystère pourrait se trouver dans le témoignage d'une ancienne voisine de la fillette, Giovanna, qui a assisté au procès de cette famille-là, les Petrovics. Et ce qui a beaucoup attiré l'attention dans son témoignage au tribunal, c'est ce que nous n'avons pas su, du moins pas à ce moment-là, parce que le témoignage a eu lieu à huis clos, de façon confidentielle, ce qui est pour le moins insolite, n'est-ce pas? Mais ensuite, tu vas commencer à faire des liens. Tu vas te dire, est-ce que c'est pour ça? Mais attends un peu. Tout cela a laissé planer un soupçon que l'ex-mari de cette femme pourrait être coupable de ce crime. L'autre suspect. Bon, il y avait donc une deuxième piste d'enquête dans cette affaire. Et c'est de cela que nous allons parler à partir de maintenant, d'accord? Martonio Alves Batista, qui en 2006 avait 35 ans et était le voisin de Giovanna, comme d'autres personnes. Il a été interrogé lorsque les policiers sont allés chez lui le jour où Giovanna a disparu. La femme qui à l'époque était mariée à Martonio a dit aux policiers qu'il était seul dans la maison à l'heure où, supposément, Giovanna a disparu. Dans la résidence, les policiers ont trouvé un matelas avec des taches d'urine récentes. Ainsi, ils ont demandé à la femme de ne rien toucher et d'attendre l'arrivée des experts sur place. D'autant plus que les experts avaient constaté que la culotte de Giovanna était également imprégnée d'urine. Cela nécessiterait une analyse comparative des 2 échantillons prélevés sur les vêtements de la victime et le matelas. Dans la cour de cette maison, celle du suspect, les policiers ont également trouvé un fil électrique qui ressemblait à celui qui était attaché au corps de l'enfant. Mais lorsque les détectives sont revenus à la maison quelques heures plus tard, ou le lendemain,
Le matelas n'a plus été retrouvé et la maison avait été nettoyée à l'eau de Javel. Eh oui, mec, malgré ces faits, Martonio a été entendu et relâché. Il n'y a pas eu de demande de détention provisoire contre lui, et il a été laissé libre et oublié. Le temps a passé, la vie a continué. La commissaire et tous les efforts d'enquête se sont concentrés sur les tziganes, dans une interview accordée par Pero Petrovic, que nous avons déjà rencontré dans l'autre épisode, n'est-ce pas? Cette interview date de 2022. Il se souvient que, parmi les preuves recueillies dans la maison de sa mère, il y avait une prétendue image satanique. En réalité, les gars, c'était un jouet du menu Happy Meal, un petit jouet du bossu de Notre-Dame. Et comme sa mère travaillait comme cartomancienne, il était courant qu'il reçoive des objets des clients. Des choses que les gens, par exemple, trouvaient chez eux. Pensant que c'était lié à des travaux spirituels, ils les emmenaient là-bas. Pour Vera Petrovitch Benzer, pour enlever le mauvais œil ou autre, vous voyez le genre? Mec, c'est surréaliste. Selon Perrault, il y avait chez lui, là, un bocal en verre avec des objets aléatoires qui ont aussi été considérés comme preuve du meurtre de Giovanna. Dans le contexte d'un rituel satanique de sorcellerie, alors que lui-même, Perrault, a été appelé plusieurs fois sorcier. Eh bien les gars, moi, c'est vraiment une histoire complètement tordue, bizarre, à fond. Prendre le chemin le plus facile. Ce n'est pas parce qu'il y aurait cet attrait complètement grotesque, sensationnaliste, qui mènerait la foule dans la direction que l'enquête voulait, n'est-ce pas? C'est comme, faisons plein de démarches ici, cherchons la petite bête, allons accuser les gars ici même. On ne sait jamais si on trouve une preuve circonstancielle. Et puis bingo, c'est totalement lamentable. Vous n'êtes pas d'accord? Commentez ici pour moi. Mais pour revenir à la chronologie, après que les gitans suspects aient été innocentés, pratiquement rien ne s'est passé dans l'enquête sur la mort de la fillette, d'accord? 7 ans, 7 longues années se sont écoulées. Et puis en 2019, une ancienne belle-fille de ce type-là, dont on parle en ce moment, n'est-ce pas? Martonio s'est rendu au commissariat et a déclaré que, dans le passé, il avait commis des abus sexuels contre elle. À cette époque-là, des crimes qui se produisaient à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de ces abus-là, avec l'homme dans le rôle de beau-père de la victime, la fille avait environ 11 ans. Les agressions ont eu lieu pendant 3 ans, c'est-à-dire à peu près de 11 à 14 ans. Elle, donc, la fille a été abusée à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas le courage, entre guillemets, d'en parler à quelqu'un ou de demander de l'aide. C'est parce que l'homme l'a menacée. La plainte, donc, en 2019 a été faite après que l'homme ait été brièvement arrêté, en mars 2018. Pour avoir installé des caméras vidéo dans les toilettes des femmes d'une pâtisserie, dont, mieux dit, il était le propriétaire. Là-bas à Londrina, mec, c'est complètement fou tout ça quand tu commences à relier les points, n'est-ce pas? Quand cette fille-là, alors, a vu à la télévision un reportage sur le crime, là, dans la pâtisserie, où la sale tête de son agresseur est apparue. Après tant d'années, elle a immédiatement reconnu Martonio. Enfin, elle a pu se libérer du poids qu'elle portait depuis des années et a raconté à sa mère les abus subis pendant son enfance. Ensuite, elles ont cherché une aide juridique et l'ont dénoncé à la police. C'était l'élément nécessaire pour éclaircir d'autres choses, car c'est un détail très important dans l'enquête sur les abus sexuels. C'est que Martonio menaçait sa belle-fille de mort en disant qu'elle serait la prochaine juge Giovanna. Mais le plus insensé et incroyable dans tout cela, c'est que rien n'a été fait pendant tout ce temps, car les autres maillons de cette chaîne criminelle auraient été révélés par cette ancienne compagne, la même qui, en 2012 là-bas, lors du procès des Petrovitch, a témoigné à huis clos. C'est presque surréaliste, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que j'en ai parlé, j'étais en train d'en parler au début, hein, non? Genre, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Pourquoi ont-ils fermé les portes? Alors j'ai dit, ah, après vous allez comprendre en reliant les points. C'est de ça qu'il s'agit. Genre, est-ce qu'il y avait déjà un peu d'humour là-dedans? Un truc comme ça? Un petit indice qui disait, est-ce qu'on est en train de faire une bêtise ici? Alors bah fermons la porte. Au moins personne ne saura, la presse ne va pas en parler. Et on essaye d'arranger les choses. Je ne sais pas, je fais juste, comment on dit? Une supposition, d'accord? Rien de concret, c'est juste dans ma tête, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des. Eh bien, après la dénonciation faite par l'ex-belle-fille, revenant ici en 2019, la police a finalement recommencé à prêter un peu plus d'attention à Martonio Alves Batista, même s'il avait déjà un mandat d'arrêt émis contre lui. Croyez-le ou non par la juge Luciane Regina Martins de Paula, de la première chambre criminelle de São José d'Opinay, depuis 2011 cueille, pour des menaces contre son ex-femme et ses 2 filles. C'est seulement la réouverture de l'enquête sur l'affaire de Giovanna, cependant, qui a alors suscité de nouveaux témoignages d'anciennes compagnes. Et, en raison de la proximité du délai de prescription, l'affaire s'est intensifiée, les recherches. Oui les gars, vous avez bien compris, non?
Il est resté encore un petit moment tranquille jusqu'à ce qu'il soit arrêté le 19 février. Maintenant, en 2026, Martonio a été soumis à un test ADN. Et, selon la commissaire Vanessa Alice, responsable de l'enquête, également dans l'affaire de Raquel Genoffre, une affaire de 2008 là à Curitiba, le résultat a été négatif. D'accord? De cet examen-là, les crimes de Giovanna et de Raquel présentent plusieurs similitudes, comme nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Épisode précédent, signalé là par le docteur Claudio Dalledon en 2012. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Il est également indiqué qu'à l'époque de l'affaire Raquel Genoffre, Martonio, ce type dont on parle là, il était chauffeur de bus sur une ligne entre Curitiba et Sao Paulo, et il avait toujours une valise pour transporter ses vêtements et ses affaires de voyage. Les gars, regardez ça! La victime Giovanna a été retrouvée près de chez lui, et l'autre victime, Raquel, a été retrouvée à la gare routière et ferroviaire de Curitiba, un lieu de passage. C'est le lieu de travail du suspect. Les deux filles étaient en position fétale, attachées avec un fil électrique, dans des sacs poubelles. Le corps de Raquel, en plus d'être dans le sac poubelle, était aussi enfermé là, dans une valise. Elles ont subi la même violence, avaient la même cause de décès, avaient le même âge et se ressemblaient. Mais malgré tout cela, comme certains d'entre vous le savaient peut-être déjà ou s'en souviennent, ceux qui ont suivi toute l'affaire de Raquel aussi. Le responsable de sa mort a ensuite été identifié comme Carlos Eduardo Santos, dont le procès a eu lieu en 2021, 13 ans après cet autre crime, tout aussi choquant. Enfin, j'insiste là-dessus aussi parce que je ne sais pas, n'est-ce pas? Enfin, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mais pour revenir à l'affaire Giovanna, ce nouveau suspect mentionné dans le récit, Martonio, étant voisin de la petite Giovanna, a également été interrogé au commissariat. Au début de l'enquête, d'ailleurs, il a attiré l'attention parce qu'il a échoué au test au détecteur de mensonges, ce qui n'est pas concluant, mais c'est normalement un indice important dans une enquête, n'est-ce pas? Malgré cela et les autres indices, comme le fil électrique, le matelas jeté et aussi la maison nettoyée à l'eau de Javel, il n'a rien eu, et peu après le crime, il a disparu de 4 barras. Alors je vous demande, n'est-ce pas, est-ce que l'obsession d'arrêter les tziganes était si forte que ça? Mince. Comme cela a été mentionné, après quelques années, un mandat d'arrêt a alors été émis à cause de violences domestiques, n'est-ce pas? Parce qu'il maltraitait sa femme et menaçait d'abuser sexuellement des 2 filles de celle-ci, âgées de 8 à 12 ans. Selon la plainte, la femme était soumise à des pratiques sexuelles humiliantes. Et à plusieurs reprises, il a manifesté des caresses déplacées envers les filles, les enfants. Cela aurait provoqué la séparation du couple. Martonio, entendu par la justice, a affirmé que la femme avait porté des accusations par vengeance à cause de la séparation. Comme je l'ai dit, le 19 février 2026, un mandat d'arrêt a été décrété contre lui. Finalement, la mise en accusation officielle concernant l'affaire de Giovanna a eu lieu 1 mois avant la prescription du crime, en avril 2026. Selon la police civile, qui a rouvert l'enquête maintenant, Martonio Alves Batista, âgé de 55 ans, est le principal suspect de ce crime, selon le ministère public. Il a été accusé d'homicide qualifié avec motif ignoble, usage de moyens cruels, asphyxie et un moyen ayant empêché la victime de se défendre. Un homme adulte qui, à l'époque, avait une trentaine d'années, faisait ça à un enfant de 9 ans, n'est-ce pas? Franchement, c'est vraiment cruel, non? C'est de la lâcheté pure. L'homicide aurait été commis pour assurer, disons, l'impunité après un crime antérieur, qui était la violence sexuelle contre Giovanna. L'enquête a également révélé qu'il avait commis un attentat à la pudeur et une dissimulation de cadavre. Cependant, ces 2 crimes sont prescrits. Et les gars, juste en complément, laissez-moi vous expliquer rapidement que, selon l'article 109 du Code pénal, si un crime a une peine maximale de 3 ans par exemple, il se prescrit en 8 ans, d'accord? Par exemple, pour la dissimulation de cadavres, si la peine atteint 10 ans comme pour l'attentat à la pudeur, la prescription est de 16 ans, etc. L'homicide qualifié se prescrit en 20 ans. Pour vous donner une idée, Martonio Alves Batista, âgé de 55 ans, a été arrêté. Londrina. Et le ministère public demande, en plus de sa condamnation, qu'il verse 100 000 reais à la famille de Giovanna et qu'il bénéficie d'un accompagnement pluridisciplinaire. Avec les frais pris en charge par lui ou par l'État, je ne sais pas, hein? Ça semble un peu tard pour tout ça. Mais c'est comme ça, n'est-ce pas? Mieux vaut tard que jamais, mais ça me semble quand même un peu du genre « laissons tomber, allez ». En continuant ici avec les informations les plus récentes, il faut comprendre qu'avec la réouverture de l'affaire, la police a entendu les anciennes compagnes de Martonio, d'accord? D'autres, plusieurs même. Certaines ont raconté que la femme qui avait été mariée avec lui, là en 2006, l'année de la mort de Giovanna, a cherché. Elle a prévenu qu'il était dangereux lors de ces conversations.
Son ex-femme a dit avoir dû nettoyer la maison pour effacer d'éventuelles preuves du crime. À l'époque, une femme a dit à la commissaire que Martonio avait avoué son rôle dans l'assassinat de Giovanna. Cela correspond aux preuves recueillies par l'expertise, d'accord? Il a raconté à son ex-compagne que, le jour des faits, Giovanna vendait des tickets de tombola et qu'il lui a dit ne pas avoir d'argent sur lui, devant la maison, dans la rue. Il lui a demandé d'entrer avec lui pour aller chercher de l'argent à l'intérieur. Ainsi, la pauvre Giovanna, tellement innocente, est entrée, et ce monstre a attaqué la fillette, il l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis il a abusé sexuellement d'elle. Après avoir commis le crime, sachant que Giovanna pourrait le reconnaître et le dénoncer, il a décidé de lui ôter la vie. Il lui a enlevé ses vêtements. Il a tout jeté, les vêtements loin du corps, dans l'intention d'incriminer d'autres personnes, peut-être lors de l'ouverture de l'affaire, en 2026. Un témoin entendu par la police a déclaré que, des années après la mort de Giovanna, Martonio se moquait du crime. Et il utilisait les événements de ce jour-là pour terroriser sa compagne. Dans un contexte clair de violence domestique et de contrôle total, il qualifiait les policiers ayant enquêté sur l'affaire d'idiots, affirmant que tout était évident sous leurs yeux. Il a déclaré que le fil ayant servi à attacher le corps de l'enfant provenait d'un rouleau qu'il possédait chez lui. Lors de l'opération policière, il a tenu le rouleau de fil dont l'extrémité correspondait parfaitement au morceau utilisé dans le crime. Surréaliste, non? Tout cela pendant que la police l'examinait, sans rien remarquer. Tout cela, les gars, est consigné dans l'un des documents qui composent l'enquête policière, c'est-à-dire dans la tête du suspect, de l'accusé. Personne ne l'a attrapé à cette époque et personne ne l'attraperait jamais. Sur la base de cette situation, il est devenu arrogant, il menaçait ses compagnes, il disait « Et je ne serai jamais arrêté ». Eh bien, les gars, c'est bizarre ce que fait la certitude de l'impunité, n'est-ce pas? C'est vraiment une zone de non-droit, non? Mon Dieu, il n'avait aucune honte de son crime, aucun remords, aucune pudeur. Je pense même qu'il en était fier, non? Cela, d'après les différentes déclarations des femmes, comme on l'a vu, d'accord? Celles qui l'ont connu après 2006 auraient entendu de sa bouche, sous forme de menaces, qu'il avait déjà fait beaucoup de mal à une fille, que si elles racontaient ce qui se passait, elles aussi deviendraient des victimes. La mère de la jeune fille, qui l'a dénoncée pour abus, a raconté à la commissaire que lorsqu'elle était en couple avec Martonio, elle a fini par le confronter. En voyant des signes étranges chez sa fille, elle s'est demandé si le gars faisait du mal à l'enfant, sa belle-fille à l'époque. À cette occasion, Martonio a admis que dans l'affaire de Quatro Barras concernant la mort de Giovanna, il a dit qu'il n'était pas témoin du crime, mais bien l'auteur. En ce moment, aujourd'hui, en avril 2026, nous voyons là une lumière au bout du tunnel par rapport à ce long chemin parcouru par l'enquête sur l'homicide de Giovanna dos Reis Costa. C'est notre souhait, bien sûr sincère, que tout soit absolument éclairci. Que la vérité et la justice prévalent. Parce que certaines questions restent encore dans nos têtes, n'est-ce que ça? Où le corps de Giovanna a-t-il été caché entre le moment de sa mort et sa découverte? Était-il dans la maison du suspect? Quand a-t-il transporté le corps vers le terrain où il a été retrouvé? Un objet a-t-il été utilisé lors de l'agression? Ce fait a bien été constaté, non? Par le médecin légiste, a-t-on ou non retiré le sang de Giovanna? Le rapport mentionne la pâleur des organes. Enfin, après le jugement de l'accusé, s'il est condamné, les parents et les autres membres de la famille de Giovanna pourront parler de justice, même si elle est partielle et tardive, n'est-ce pas? La même chose qui a été offerte aux parents de Raquel Jenoffre. Cela nous rappelle d'ailleurs les paroles de Pero Petrovic lui-même, accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Lui et sa mère, Vera, ont perdu 5 ou 6 ans en prison et ont dû vendre des biens immobiliers pour payer les frais judiciaires, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils soient définitivement acquittés en 2012. Quel type de réparation peut-il y avoir pour cela, n'est-ce pas? En plus de cela, il y a eu tout l'impact émotionnel et psychologique provoqué par les accusations, par l'incertitude de l'avenir et même par les préjugés de la société. Cette histoire-là, n'est-ce pas? Celle qu'on a déjà vue, l'effet de meute. L'un parle, l'autre croit, et soudain c'est une bombe. Alors, comment effacer cette réputation ternie? Ce qu'ils attendent, je crois au minimum, c'est des excuses de la part de ceux qui étaient impliqués, n'est-ce pas, dans toute cette enquête, tous les autres impliqués dans l'enquête. Pour les erreurs commises, des erreurs qui ont dévasté leur vie comme un tsunami. Pero a assuré ne garder rancune contre personne, et même dans les moments difficiles, il a toujours cru que la vérité l'innocenterait. Il garde le contact avec la famille de Giovanna jusqu'à aujourd'hui, toujours dans l'attente d'une résolution, et c'est ainsi que nous nous sentons aussi. Après 2 décennies de douleur, d'erreurs et d'impunité apparente,
l'affaire semble enfin avancer ou se diriger vers une réponse, n'est-ce pas? Bien sûr, nous allons continuer à suivre cela de près et à espérer que la justice, même tardive, soit vraiment rendue. C'est ainsi que nous nous sentons à la veille d'une nouvelle très attendue depuis 20 ans qui est la condamnation de l'assassin de Giovanna. Merci pour... J'ai vraiment envie de lire vos commentaires ici sur cette affaire si emblématique, si cruelle, n'est-ce pas? Et puis, il y a tellement de dimensions dans cette affaire. Du mépris pour la société, de l'injustice et un esprit complètement perturbé, n'est-ce pas? J'attends ce procès pour en savoir plus et connaître votre avis. Laissez-moi un commentaire ici, je vais lire les commentaires et échanger avec vous. C'était notre émission spéciale sur l'affaire de Giovanna en 2 épisodes. Si ce format vous a plu, comme je l'ai dit, ce n'est pas définitif, c'est un test, une expérience. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire ici. Et qui sait, on pourra en faire d'autres sur des affaires encore plus complexes qui nécessitent au plus d'épisodes. Ça peut aussi être une bonne façon de proposer un contenu différent. Merci d'avoir été là, un bisou du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.